Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire tumultueuse de deux grands poètes du 19e, j'ai nommé Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Dans un premier temps, nous verrons comment ils se sont rencontrés et quel a été le début de leur relation. Nous poursuivrons ensuite sur les conséquences qu'a eu cette rencontre sur la vie de nos deux protagonistes et voir en quoi celle-ci a été la source d'une formidable aventure, mais aussi d'une déchéance pour l'un et l'autre. Le 15 août 1871, Rimbaud envoie à Banville ce qu'on dit au poète à propos de fleurs, poème qui se moque habilement des thèmes parnassiens. Rimbaud vient alors de faire la connaissance d'un employé aux contributions indirectes de Charleville. Il s'appelle Bretagne, est passionné de poésie et a connu Verlaine à Arras, qui est alors l'aîné de 10 ans de Rimbaud. Il se propose de mettre Rimbaud en rapport avec le poète Saturnien. L'offre est acceptée avec enthousiasme, et Rimbaud rédige une longue lettre dans laquelle il glisse quelques poèmes. Impatient, il écrit de nouveau et joint Mes petites amoureuses, Paris se repeuple, et les premières communions. La réponse de Verlaine arrive enfin, admirative et enthousiaste. Verlaine veut faire venir le jeune poète à Paris et entend consulter ses amis pour lui assurer un séjour convenable. À la mi-septembre, tout est prêt. Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend, lui écrit Verlaine. Rimbaud débarque à Paris fin septembre 1871. Il loge d'abord chez les beaux-parents de Verlaine. Jugé vite indésirable, il est obligé de trouver refuge chez divers amis de Verlaine, notamment de par les conflits qu'il a pu avoir avec l'épouse Mathilde de Verlaine. Les membres du cercle à cette époque zutique, parmi lesquels on compte différents auteurs de cette époque, parnassienne, composent un livre d'or des pastiches et des poètes célèbres qui s'imitent les uns les autres, et auquel Rimbaud participe avec Verlaine. Rimbaud collabore largement à ce qu'on appellera l'album zutique, de l'interjection zut. Dans ce cercle où on peut boire, lire et chanter, Rimbaud fait vraisemblablement la découverte du hashish. Cependant, agressif et maussade, Arthur n'est guère apprécié. Il se fera d'ailleurs mettre à la porte du cercle pour s'être vanté d'avoir fait à Cabaneur, un musicien membre du cercle, une farce d'un goût douteux. En 1872, Rimbaud et Verlaine hantent les cafés du quartier latin, mènent une vie dissolue qui provoque la colère de Madame Verlaine. Cette dernière n'était qu'une jeune fille de 16 ans, Mathilde Muauté, lorsqu'elle avait, l'année précédente, épousé Verlaine, son aîné de 10 ans. Elle lui avait donné un fils en octobre dernier, peu après l'arrivée de Rimbaud. Depuis lors, le couple était en proie à de nombreuses disputes, motivées par les retours tardifs de Verlaine. En janvier, sur les conseils de ses parents, qui vivent sous le même toit, Mathilde décide de partir avec son fils à Périgueux. Vexée, Verlaine lui écrit une lettre suppliante. Mathilde lui fait savoir qu'elle n'acceptera pas de rentrer si Rimbaud est encore présent à son retour. En mars, Rimbaud regagne les Ardennes. Mais Verlaine nourrit l'espoir de faire revenir son ami à Paris. Il se fait humble avec lui et l'appelle dans une lettre « Cher Rimbaud, bien gentil ». En mai, Rimbaud revient à Paris où il compose ses vers « Dernière manière » en rupture avec la prosodie traditionnelle. Le 7 juillet, Arthur décide de partir en Belgique. Verlaine, qui depuis quelque temps ne cesse d'être pris entre un beau-père guindé et une femme chagrine, opte alors pour la fuite et obéit à l'ultimatum de Rimbaud. « Tu vas venir avec moi. Autrement, nous ne nous reverrons plus, » lui dit Rimbaud. L'escapade mène les deux amis à Bruxelles. Pendant ce temps, Mathilde découvre à Paris les lettres que Rimbaud a adressées à son mari de février à mai. Elle comprend qu'elle a été jouée et décide d'aller à Bruxelles arracher Verlaine aux griffes du démon. Verlaine accepte de rentrer à Paris, mais finalement s'esquive. Rimbaud et Verlaine s'embarquent le 4 septembre pour l'Angleterre. Ils étudient l'anglais, errent dans Londres et ses faubourgs. Leur misère va s'accentuant. De son côté, Verlaine ne cesse d'être tourmenté par le procès en séparation de corps que sa femme vient de lui intenter. Rimbaud retrouve les Ardennes à la fin du mois de décembre. En 1873, Rimbaud reçoit à la mi-janvier une lettre de Verlaine qui se dit malade et mourant de désespoir à Londres. Madame Verlaine, mère, prompte à tout faire pour son fils, accourt à son chevet. Elle procure à Rimbaud l'argent nécessaire au voyage. Dès l'arrivée de son ami, Verlaine va mieux. Mais il ne tarde pas à être de nouveau tourmenté par l'idée d'une réconciliation avec sa femme. Rimbaud se lasse des hésitations de Verlaine, prend une carte de lecteur au British Museum et se plonge dans l'étude. En avril, Verlaine et Rimbaud passent en Belgique. Peu après, Rimbaud, sans ressources, rentre à la ferme familiale de Roche. C'est là qu'il commence à rédiger le livre païen ou livre nègre,
livre, qui deviendra quelques mois plus tard une saison en enfer. Rimbaud s'ennuie à Roche. Quelle horreur que cette campagne française, dira-t-il. Mais se ménage quelques rencontres dominicales avec Delahaye et Verlaine. Elles ont généralement lieu à Bouillon, à la frontière franco-belge. C'est là que le 25 mai, Verlaine propose à Rimbaud de repartir pour l'Angleterre. Sans perdre de temps, les deux poètes s'embarquent pour l'Angleterre et retrouvent Londres. La vie paisible des premiers jours ne dure pas. Le désespoir refoulé de Verlaine, sourd parfois, et agace Rimbaud qui devient de plus en plus irritable. C'est pourtant Verlaine qui, le 3 juillet, à la suite d'une querelle, prend l'initiative d'une rupture. Il laisse Rimbaud sans un sou à Lyon et gagne la Belgique, avec l'espoir toujours vivant de renouer avec sa femme. La souffrance de Rimbaud est grande. Il écrit à Verlaine: « Reviens, cher ami, seul ami, reviens. Nous avons vécu 2 ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Si je ne dois plus te revoir, je m'engagerai dans la marine ou dans l'armée. » Dans une lettre, vraisemblablement écrite sur le bateau qui le mène en Belgique, Verlaine confirme à Rimbaud sa ferme intention de rompre avec lui et lui confie: « D'ici à 3 jours, je ne suis pas avec ma femme dans des conditions parfaites, je me brûle la gueule. » Rimbaud lui répond avec cynisme: « Ta femme ne viendra pas, ou viendra dans 3 mois. 3 ans, que sais-je? Quand t'as claqué, je te connais. » De fait, Verlaine ne se tuera pas et sa femme restera insensible au chantage suicidaire. Alors, dépité et désespéré, il se retourne vers Rimbaud, lui écrit et l'appelle. Arthur arrive à Bruxelles le 8 juillet, mais ne tarde pas à être irrité par le projet de Verlaine d'aller à Paris, arracher le pardon de sa femme. Rimbaud menace lui aussi d'aller à Paris. Le 10, la discussion s'envenime. Verlaine, exaspéré et quelque peu éméché, tire 2 coups de feu sur son ami. Une balle atteint Rimbaud au poignet. Après quelques affolements, le blessé est conduit par Verlaine et sa mère à l'hôpital Saint-Jean, où il est poussé. Madame Verlaine persuade son fils de laisser partir Rimbaud, qui est plus que jamais résolu. Mais sur le trajet qui mène le trio à la gare du Midi, Verlaine porte à la main à la poche où se trouve son revolver. Rimbaud s'affole et trouve la protection d'un agent de police. Bien qu'Arthur se soit refusé à porter plainte, l'affaire se trouve aux mains de la justice belge, qui condamnera Verlaine à 2 ans de prison. La blessure de Rimbaud est légère. Le poète, un bras en écharpe, peut sortir de l'hôpital le 20 juillet. Il serait alors rentré à Roche et, enfermé dans un grenier, aurait achevé de composer une saison en enfer. Rimbaud confiera bientôt l'impression de son ouvrage à un imprimeur bruxellois, Jacques Pot, mais se verra contraint, faute d'argent, d'abandonner l'édition de son livre, dont quelques rares exemplaires ont été adressés à ses amis. En octobre, Rimbaud vient à Bruxelles prendre livraison de ces quelques exemples d'auteurs. Il dépose peut-être alors à la conciergerie de la prison de Bruxelles un exemplaire dédicacé à Verlaine, qui, de son côté, rêve toujours de concilier l'amour de sa femme et l'amitié de Rimbaud. C'est à Roche que Rimbaud passe l'hiver. Vers la fin de cette année 1873, Rimbaud semble s'être lié d'amitié avec Germain Nouveau, poète provençal de 22 ans qui a fréquenté le cercle utique. En 1874, en mars, Rimbaud se trouve à Londres, en compagnie de Germain Nouveau, qui l'aide à copier des poèmes d'illumination. Mais Nouveau ne veut pas lier son destin à celui de Rimbaud, et décide en avril de rentrer à Paris. Rimbaud se retrouve seul et désemparé. Il donne des leçons de français dans quelques écoles. Il revient passer la fin de l'année dans les Ardennes. Enfin, en 1875, Rimbaud part en janvier pour l'Allemagne, afin d'y apprendre la langue. Il trouve un emploi de précepteur à Stuttgart. Pendant ce temps, Verlaine vient de sortir de prison. Il n'a cessé d'être tenu au courant des allées et venues de son ancien ami par Delahaye. Verlaine, qui est revenu aux pratiques catholiques, décide de se rendre à Stuttgart. Il veut à la fois reconquérir une amitié et sauver une âme. Verlaine est arrivé ici l'autre jour, un chapelet aux pinces, confiera plus tard Rimbaud à Delahaye. En fait, l'attitude de Verlaine irrite fortement Rimbaud, qui, au bout de quelques 2 jours, le congédie. En mai, Rimbaud quitte l'Allemagne, gagne la Suisse et pénètre à pied en Italie, et ce sera la dernière fois que Verlaine et Rimbaud se seront vus. Alors, ce que nous pouvons dire en conclusion de cette lecture, c'est que cette relation a été destructrice, surtout pour Verlaine, finalement, qui était plutôt accroché à la locomotive Rimbaud. On pourrait dire qu'on voit que Rimbaud suit sa destinée, il ne regarde pas en arrière, sauf lorsque Verlaine l'abandonne à Londres sans un sou. Mais on constate qu'au début de cette aventure, dans la psychologie de Verlaine, c'était le fait d'un homme qui vient d'épouser une femme qui attend un enfant de lui, ou débarque un garçon qui est mi-ange mi-démon et qui lui fait voir l'aspect artistique, poétique et une vision au-delà de sa vie ordinaire. Donc lui, ça va susciter une passion et je pense qu'il aimait autant l'homme que son art.
en vérité, mais qui lui a coûté cette liberté, effectivement, lui a coûté cette liberté qu'il a prise de suivre Rimbaud, lui a coûté son mariage, hein, lui a coûté beaucoup finalement. Si des erreurs qu'il a pu commettre, notamment lorsqu'il a tiré sur Rimbaud, ça ce sont des choses assez graves qui sont le fruit d'une relation passionnelle, mais à la fois destructrice. N'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo si vous voulez continuer à en savoir plus sur les auteurs, les poètes, les philosophes, etc. Et à mettre un pouce en l'air et continuer à me suivre. Merci et à bientôt.